Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Desmier et ses invités. Bonjour, et si on allait mieux, un nouveau numéro, ravi de vous retrouver, c'est votre émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, j'attends vos commentaires et vos suggestions. Recherche personnelle, amélioration de nos conditions de vie, c'est votre espace bien-être, nous allons aborder tous les sujets sans tabou. Pour contacter François Desmier, et si on allait mieux, @gmail.com. Bonjour Anne-Catherine Sabas. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes psychothérapeute d'orientation jungienne et sophrolo-analyste, écrivaine une vingtaine de livres. Vous avez créé à Fontenay-sous-Bois un centre de thérapie diverses et complémentaires entouré par des professionnels. Votre dernier livre, c'est l'objet de votre visite aujourd'hui, on va en parler largement. C'est Animal Totem aux éditions Elbor. Vous avez toujours considéré la relation avec l'animal comme une des clés du bien-être. Alors c'est le sujet phare de cette émission, le bien-être. Alors, vous associez les animaux? Alors, moi, je crois que l'être humain a plusieurs parties en lui. Il a d'ailleurs 3 cerveaux. Il a un cerveau animal qu'on appelle cerveau reptilien ou archaïque, qui est tout en haut de la colonne vertébrale. Il a Rien à voir avec les reptiliens. Alors, pour certains, si. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Oui, c'est le sujet de Bob, ça. Mais, voilà. Bon, mais nous sommes tous des reptiliens ou... Non, je ne pense pas. Bon, nous avons en tout cas nouvelle. des programmations qui sont héritées des animaux en fait et qui conditionnent pas mal de choses de notre vie. Donc ça, c'est le cerveau archaïque. Et plus nous pouvons comprendre un peu comment l'animal en nous fonctionne, plus nous allons pouvoir déjouer aussi certains pièges dus à nos émotions, à nos programmations. Ça tourne toujours autour des mêmes choses, hein, la sécurité, la fuite, la vie, la mort, la reproduction, la faim. Ces programmations de base qui ont assuré la survie de toutes les espèces. Alors donc, vous nous donnez le chemin pour trouver cet animal totem? Alors, je dis aussi que c'est souvent l'animal totem qui nous trouve. Ouais, pour l'instant, moi, il ne m'a pas trouvé. Hein. Bon, ça va peut-être arriver après cette émission, Oui. qui sait. L'animal totem peut nous trouver, tout simplement parce qu'on va tout à coup avoir l'impression qu'il y a plein d'animaux qui viennent à nous, sous forme de rêves, sous forme de cadeaux. Moi, ça m'est arrivé à une époque où on m'offrait des livres sur un animal. Ben, je vous dirai pas lequel, il faut lire le livre pour le savoir. Des rêves, ça peut être des images, des idées, etc. Et puis, tout simplement, des affinités. Hein. On se sent proche d'un animal. Et puis, on peut, en effet, faire cette démarche active d'aller se demander à quel animal je suis connectée. Et là, donc, j'explique dans ce livre quelle technique on peut utiliser. Ça tourne autour de la visualisation, de la méditation, de la relaxation, etc. Alors vous avez trouvé facilement votre animal? Alors moi, je me suis laissée trouver par mon animal. Et ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé en fait au moment où je faisais mon mémoire de sophrologie analytique, où j'étais donc censée parler de sophrologie analytique. Et à cette époque-là, on m'offrait, allez, je vais le révéler, des livres sur les loups. Et j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose de bizarre là qui se passe. J'ai commencé à en rêver. Et je me suis du coup intéressée de très près à ces bestioles. Mais alors, qu'est-ce que ça vous a appris, vous, personnellement? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Alors, ça m'a appris que souvent l'être humain fonctionnait. L'être humain fonctionne jamais de manière individuelle. On est en société, on vit en société, il y a des interactions. Et c'est vrai que la meute de loups est très révélatrice de ce qui peut se passer dans une société humaine. Alors après, il y a d'autres animaux qui sont très organisés, je pense aux abeilles en particulier. En tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses sur les rapports humains et la façon de préserver son territoire, par exemple, mais aussi l'entraide, parce qu'il se trouve que le loup est un animal pour qui la meute, le clan passe avant l'individu. Donc vous fonctionnez comme ça? Un petit peu, et puis quand on m'embête trop, je mords un peu, pareil. Et est-ce que vous pouvez voir chez les d'autres personnes, leur donner des pistes pour qu'ils trouvent... Alors, ça m'est arrivé de voir spontanément que telle personne est accompagnée, si on peut dire, d'une image ou d'une présence. C'est assez rare quand même. Après... Par exemple, Joyce, vous pouvez lui donner des pistes sur son animal totem? Là, non. Là, non. Et puis, je veux pas me laisser déconcentrer parce que si je me branche sur lui, ça va prendre quelques temps. Et bon, je suis pas là que pour ça. Peut-être après. J'aurais voulu savoir. Ouais, Bon. moi je dirais peut-être un renard, non? Pourquoi renard? Je sais pas, t'as l'air malin, intelligent. Renard, je sais pas. C'est vrai que le renard est malin et intelligent. Non, ça te convient pas? Non. En tout cas, il est Non, joueur. non. Il y a quelque chose de joueur dans son animal. Voilà. Hein, donc ça Malicieux. pourrait. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, pour moi, qu'est-ce que tu vois? Alors, rien? Pour toi, François? Ouais. Je dirais quoi? Je sais pas, ce qui devient. Pieuvre. Il y a sûrement de l'ours. De l'ours? Ah ouais, l'ours, je verrais très bien, ouais. Ah, carrément, ouais. Ouais, j'aime bien les ours, mais bon. Mais c'est pas très... Enfin, c'est dangereux quand même, hein. On peut pas trop jouer avec.
C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Bon, pourtant, c'est quand même l'ours qui a été choisi pour les peluches des enfants. Mhm. Après, bon, c'est Ah aussi... bah récemment, j'ai repensé à mon ours quand j'étais enfant, il y a quelques jours justement, parce que j'ai vu une publicité pour Noël et ça me l'a rappelé. C'est peut-être un signe. Voilà, c'est un signe, ça y est, ça marche. Et donc, ce livre, c'est un très très beau livre, avec une très jolie couverture, qui est... vous l'avez écrit pour qui ? Vous avez pensé à qui ? Vous êtes connecté à qui pour l'écrire ? Alors, si vous l'avez lu, Je l'ai parcouru. ou en tout cas le début, Ouais. ce livre a été accompagné de beaucoup de ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des événements qui se ressemblent, qui arrivent en même temps. Moi, j'ai toujours été passionnée par les animaux. Et en fait, ce livre, on me l'a demandé. En général, c'est moi qui dis à mon éditeur, oh, j'ai une idée. L'éditrice me dit, oh, super, c'est génial, on y va. Et là, en fait, c'est les choses se sont passées à l'inverse. On m'a demandé ce livre. Il se trouve que la question de l'animal totem, c'est quelque chose que j'ai vraiment très fort en moi depuis plus de 20 ans. Mais totem, c'est vous qui l'avez... C'est un terme qui existe déjà ? Alors, oui, tout à fait. Le totem, en fait, c'est l'esprit du clan, c'est l'esprit des ancêtres. Et les Amérindiens utilisent beaucoup les animaux totems. Et en fait, alors je vais vous raconter la petite histoire, mais bon, vous la trouverez dans le livre aussi. Non, mais c'est bien aussi de En dire deux un petit mots, peu. En 2 mots, quand j'avais une chienne qui ressemblait beaucoup à une louve, évidemment, avec qui j'ai vécu 14 ans. Et en fait, en écrivant ce livre, j'ai commencé en janvier, je savais que ma chienne ne passerait pas l'année. Voilà. Donc j'ai écrit l'introduction en dédiant ce livre à ma chienne. Et il se trouve que nous avons dû la faire piquer en mars. Voilà. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ça s'est passé, elle a décliné, bon, elle avait plus de 14 ans, hein, donc évidemment, hein, pour un gros chien en plus, c'est déjà beaucoup. Et en fait, ça s'est passé juste après que j'ai raconté dans ce livre l'histoire du petit prince qui demande au serpent de le piquer pour lui permettre de retourner sur sa planète. Voilà. Et juste après que j'ai écrit ça, dans les 2 jours qui ont suivi, ma chienne a décliné et j'ai dû jouer le rôle du serpent. Donc je raconte aussi ça dans ce livre. Et en fait, tout au long de l'écriture de ce livre, il y a eu plein de choses... alors celle-là était bien sûr pas drôle du tout, mais plein de choses vraiment magiques qui sont passées. Comme des plumes d'aigle qui arrivent par la poste, qu'on m'a offert. Alors je les attendais pas, juste au moment où j'écris des choses sur les aigles. Enfin, Alors, quels sont les animaux qui reviennent le plus souvent, les animaux totems pour nous, les humains ? Alors, je crois qu'il y a un phénomène de mode aussi. C'est Par beaucoup exemple, les plus... cafards, les araignées, non ? Voilà, c'est ça. Il y a peu de gens qui vont dire spontanément, moi, mon animal totem, c'est le cafard. Je raconte l'histoire d'une fourmi là-dedans qui est très très jolie, où une femme a eu une connexion magnifique avec une fourmi. On peut dire même que cette fourmi, à un moment donné, lui a sauvé la vie. Ça l'a vraiment raccroché à la réalité, alors qu'il vivait quelque chose de très difficile. Une fourmi, c'est pas très joli, et bon... Ça dépend, il faut peut-être les agrandir, peut-être qu'il y a des jolies fourmis, on ne sait pas. C'est possible, ça j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on préfère dire, moi, mon animal totem, c'est le cheval, c'est le lion, etc. Maintenant, on parlait du renard tout à l'heure, il y a des animaux qui sont petits, pas beaux, mais extrêmement utiles. Et si on arrive à s'allier leurs forces, ça peut être beaucoup plus intéressant qu'un bel animal qui ne sert pas à grand-chose. Et alors, tous ces témoignages que vous avez trouvés, vous les avez recueillis facilement ? Dans mon cabinet essentiellement, parce qu'évidemment... à la fin de la consultation, vous dites hop, venez par là. Pas du tout. Mais mes patients savent un petit peu, pas tous, hein, auprès de certains, je parle de choses extrêmement classiques, et puis d'autres savent que je m'intéresse à pas mal de choses, donc ils me racontent des expériences. Et certains arrivent avec des demandes très précises, les animaux totems, moi ça m'intéresse, etc. Donc on fait un travail avec ça. Et au fil du temps, bien sûr, je recueille des témoignages. Et c'est ce qui se passe dans tous mes livres, d'ailleurs. Je raconte en modifiant, bien sûr, les noms. Vous nourrissez, vous vampirisez les personnes que vous rencontrez. Voilà, alors après, ils sont tout contents parce qu'ils peuvent lire le livre. Ils se disent « Oh, super, j'existe, je suis là-dedans ». Et eux seuls savent qu'ils sont mentionnés, bien sûr. Alors, l'animal, c'est un sujet qu'on en parle de plus en plus dans les médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus d'animaux. Ça se développe vraiment très très vite actuellement. Il y a des livres qui sont publiés. Et que pensez-vous donc ? Est-ce que l'animal a une âme ? Alors moi, je suis convaincue que l'animal a une âme. Et je dirais que plus l'animal est évolué, alors là encore, c'est un peu anthropomorphique, c'est bien difficile. sûr. Mais je crois que plus l'animal va être en contact de l'homme et va avoir des expériences variées, plus, évidemment, il va se différencier. Un animal domestique dont on s'occupe, à qui on parle, avec qui on part en vacances, va petit à petit avoir des comportements qui vont être de plus en plus différenciés. Quant à la question de se nourrir des animaux, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les végétariens, les végétaliens, etc. Mais pas vous.
Mais pour tout vous dire, moi, juste avant de venir, je me suis mangé un super steak tartare. Et voilà, c'est comme ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai besoin de manger de la viande. Et voilà, j'en suis là. Mais vous pensez vraiment qu'il peut y avoir une connexion vraiment entre l'animal et l'homme? Alors, je pense qu'il y a une connexion. Parce qu'il y a une version thérapeutique. Alors, on dit que les chats apaisent. Tout à fait. Alors, à une époque où ma chienne participait à mes séances, pour ceux qui l'acceptaient, bien sûr. Hein, parce elle était rémunérée ou... Non, même pas. Aussi en croquette et en câlin. Des fois, elle avait un os si elle travaillait bien. Mais j'ai vu plusieurs fois qu'elle s'approchait d'un patient au moment où il allait évoquer quelque chose qui était très difficile émotionnellement. Alors moi, avec mon habitude et mon expérience, je sens quand quelqu'un est en train de connecter quelque chose et qui risque de déboucher sur une émotion, sur des larmes, etc. Et ma chienne le sentait au même moment. Après, on a... moi, j'ai ces expériences-là et puis j'ai des amis qui les ont aussi, des animaux qui vont somatiser le problème de leur maître. Hein. D'ailleurs, moi, quand j'ai été enceinte, ma chienne a fait une grossesse nerveuse, par exemple. Vous voyez. Et d'ailleurs, chaque fois, je l'emmenais chez le vétérinaire me demandait, bon, alors, comment vous allez, vous? Et si j'avais un gros stress, elle faisait de l'eczéma. Enfin, il y avait une connexion, évidemment. Et souvent, quand on marche dans la rue, qu'on voit des gens avec des chiens, par exemple, souvent, le chien ressemble au maître. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est en affinité avec un animal qui, en général, nous ressemble. Et puis peut-être qu'on finit par ressembler aussi à l'animal au fil du temps, comme des gens qui vivraient ensemble 40 ans, qui finissent par se ressembler un petit peu. Et donc les animaux aussi, vous, en tant que vous étudiez un peu l'âme, le cerveau, tout ça, vous travaillez aussi sur les animaux? Alors non, je ne suis pas psychothérapeute pour animal. L'ostéo qui partage mon cabinet fait des soins, je crois, sur les chevaux. Moi, là, je me risquerais pas parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Mais il y a des vétérinaires comportementalistes, par exemple, qui arrivent à calmer des problèmes psy, si on peut dire, des animaux. Pour ça, vous pensez que c'est vraiment possible? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait l'expérience avec plusieurs animaux que j'ai eus de leur donner de l'homéopathie. Alors, quand on parle d'homéopathie, certains vous diront oui, mais c'est l'effet placebo, etc. Donc moi, je promettais vraiment aux gens que ma chienne n'avait pas lu la notice. Elle n'était pas allée voir sur Internet pour voir à quoi le remède correspondait. Et pourtant, ça a fonctionné. Et pensez-vous qu'il y a une communication télépathique avec les animaux? Ça, oui, je pense, oui, vraiment. Il y a des livres très intéressants là-dessus. Et vous avez expérimenté vous-même? Alors, est-ce que j'ai expérimenté Non, pas vraiment, parce que j'ai déjà tellement l'impression... Alors, actuellement, j'ai une petite chatte maintenant qui a remplacé ma chienne. J'ai l'impression déjà que on est assez connectés, je pense à elle arrive. Alors, c'est pas volontaire, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est difficile à expliquer. Donc, vous avez ouvert, je disais tout à l'heure, un cabinet. Donc, ça fait déjà quelques années. Bientôt 20. Et donc, dans ce cabinet, vous faites de la psychothérapie et d'orientation jungienne. Jungienne, voilà. Aujourd'hui, je suis pas en forme. Donc, pourquoi avoir choisi cette... Pourquoi avoir choisi cette voie? Alors, Jung, en 2 mots, était à la base un disciple de Freud. Freud voyait en lui son successeur, son fils spirituel. Et puis, Jung n'a pas suivi ses traces parce qu'il avait découvert que pour lui, l'inconscient était, au-delà d'une réserve de névrose et de complexes et de traumatismes d'enfance, était en fait une voie d'accès au sacré, en fait, et à tout ce qui transcendait l'homme. Donc, moi, c'est des choses qui m'ont intéressée. Voilà, donc un coup de cœur probablement. Et alors, comment vous avez une forme particulière ou vous faites la même chose que d'autres qui font exactement? Comment vous êtes amené à faire ça finalement? Alors ça, je peux absolument pas vous répondre. Je dirais qu'il y a autant de séances de psychothérapie qu'il y a de patients, qu'il y a de moments et qu'il y a de choses qui se passent à un moment donné d'une rencontre, puisque une séance de psychothérapie, c'est avant tout, à mon avis, j'ai aussi écrit un livre là-dessus d'ailleurs, c'est avant tout une rencontre humaine avec quelqu'un qui a besoin d'être réparé, peut-être dans la confiance qu'il a en le genre humain, en la vie, en sa propre parole. Et on ne sait jamais où ça va nous emmener. Donc j'ai tendance à m'adapter, enfin j'essaye en tout cas du mieux que je peux à la personne que j'ai en face de moi, et puis à sa capacité aussi de compréhension de mes outils, parce que j'ai des outils qui sont très variés. Il y a des personnes à qui je ne parlerai pas d'animaux totems, évidemment. Mais aujourd'hui, qui vient vous voir? Quels sont les gens pour quelles raisons surtout? À part ceux qui ont vraiment des problèmes très lourds. Alors,
À une époque, je recevais beaucoup d'adolescents. J'ai été devenue la spécialiste des adolescents du quartier. Je ne sais même pas pourquoi, enfin, à part que je m'entends très bien avec eux. Et là, actuellement, beaucoup de mes patients viennent pour des questions d'épanouissement personnel, mais global. C'est-à-dire des gens qui ont envie de se réaliser. C'est une question de mode, vous pensez ? Je pense qu'il y a en effet un phénomène de mode qui d'ailleurs peut des fois amener des dérives aussi. C'est-à-dire on veut s'épanouir à tout prix et du coup on oublie un petit peu les autres. Mais je pense que chacun, en tout cas les personnes que je reçois, sont convaincues qu'elles ont aussi une place à jouer dans ce monde. Il y a on critique de plus en plus le monde et moi ça me ravit ça, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent une mission et puis qui se reconnaissent pas dans cette société. Et la psy peut trouver des solutions ? Alors c'est eux qui peuvent trouver les solutions. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les autorise à réfléchir en fait, et on les autorise peut-être à remettre en question certaines choses qu'ils ont apprises et qui parfois les desserrent. Et donc, en dehors de ça, vous êtes aussi sophrologue ? Oui. Alors qu'est-ce que la sophrologie ? Alors la sophrologie est une technique là qui est connue et reconnue. Alors on a appris depuis pas très longtemps que maintenant ça fait partie des sectes, mais c'est une technique qui a été beaucoup utilisée pour tout ce qui est préparation à l'accouchement, gestion du stress, gestion de la douleur, donc soins palliatifs, et puis préparation aux sportifs et aux compétitions. Et en fait, qui vise par la relaxation et un état donc modifié de conscience un peu plus léger que l'hypnose, à permettre à la personne de connecter ses ressources, de gérer son stress et donc toutes les manifestations physiques. Et c'est très bien pour préparer tout ce qui peut être stressant, les compétitions. Mais comment vous faites Alors, la personne est en état de relaxation. C'est une relaxation. Donc, c'est une question de respiration. Voilà, respiration, détente. Donc, détente musculaire, petit bout par petit bout. Et après, on a plusieurs outils, la visualisation, les sensations. Selon la porte d'entrée aussi de la personne, il y a des gens qui sont très visuels, d'autres qui sont plus kinesthésiques. Donc, ça va dépendre aussi de ce que la personne peut entendre et expérimenter. Et vous parlez beaucoup de visualisation, c'est quelque chose qui vous parle ? Oui, moi ça me parle, oui. Moi j'ai un imaginaire très développé. Alors comment on peut développer et à quoi ça sert tout simplement ? Alors ça sert à tout, on peut faire tout ce qu'on veut avec la visualisation. Une place de parking par exemple, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a visualisé une place de parking, qui a trouvé une voiture, il fallait trouver une place. Moi j'ai des amis qui font ça et ça fonctionne très très bien. Moi j'ai un peu tendance à penser que c'est peut-être, je sais pas, peut-être que je me limite moi-même, mais j'ai tendance à penser que ces facultés-là, je préfère les mettre en œuvre pour des choses qui sont vraiment graves et chercher comme guérir une maladie, aider les gens à aller mieux, etc. Et que tourner 5 minutes à la recherche d'une place, ça va pas être trop grave. Voilà. Alors pour quelqu'un qui irait pas trop bien, qui voudrait pas encore voir un psy ou une psy, comment on peut utiliser cette visualisation ? Alors, je crois que visualiser quelque chose, c'est déjà se mettre en harmonie avec. On sait aujourd'hui avec la physique quantique que l'observateur va modifier l'expérience. Et donc, s'intéressant à quelque chose, en pensant à quelque chose, en visualisant quelque chose, en touchant quelque chose, c'est-à-dire en étant en contact avec quelque chose, on s'harmonise avec la chose. Donc, quelqu'un qui va visualiser la pleine santé, le bonheur, l'amour, la paix, etc., va se mettre déjà dans un état vibratoire où il se rapproche de ça. Et à l'inverse, si vous vous amusez, je vous conseille pas de le faire, tous les matins, devant la glace, à vous dire la vie est dure, je suis malheureux, que c'est terrible. On n'a pas besoin de le faire, on a déjà les chaînes infos, les radios, voilà, les journaux. Et c'est comme ça d'ailleurs que les médias, en tout cas certains, nous maintiennent dans des états de peur. Alors, vous pensez qu'ils le font consciemment ? Je ne répondrai pas à ça maintenant. Ici, on dit toute la vérité. Ici, alors, est-ce qu'ils le font consciemment ou pas ? Je crois que... Ou ils font partie eux-mêmes d'un processus. De toute façon, ils font partie d'un processus, ça c'est sûr. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute et à ce qu'on regarde. Vraiment. Vous pensez vraiment que ça a une influence sur... un peu comme une image subliminale Oui. Et puis même... alors, sans aller jusque-là... on finit par ressembler à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute et à ce qu'on voit. Si vous naissez dans une famille où tout le monde se plaint tout le temps, vous allez vous plaindre. Et il faudra faire un travail pour comprendre qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous qui vont proposer d'autres pistes. Et dire, attendez, le monde, c'est pas que ce qu'on vous dit sur TF1. Et ça, vous travaillez ça en cabinet ? Moi, je fais que ça. Moi, je passe mon temps à essayer, à encourager mes patients à remettre en question ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent,
pour se demander justement où est la vérité. Et dans leur conditionnement, c'est pareil, parce qu'on est tous les héritiers des conditionnements et des croyances de papa, maman, de l'histoire, de la famille, de la culture, de la religion. Et si on veut dépasser dans le sens de faire mieux, on est obligé de remettre en question ça et de se construire ses propres croyances, dans le respect des autres, bien entendu. Et justement, grâce à Internet, maintenant, on peut trouver énormément de choses. Alors, pour vous, c'est plutôt bien ou il y a beaucoup de dangers dans la recherche personnelle? Je crois que le danger, c'est... Le danger, c'est le libre arbitre qui est mal utilisé. Justement, parce qu'on peut tout trouver, on peut aussi trouver le pire. Mais comment faire le bon choix? C'est souvent la question que je pose. Il y a tellement de choses. Moi, par exemple, je ne sais pas quoi choisir. Bon, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, donc... Oui. Je me nourris d'eux et je vois... Je crois qu'après, il y a un test qui est quand même très simple. Et c'est souvent ce que les gens me demandent aussi en début de psychothérapie. Comment je vais savoir si ça va mieux? Je leur dis, mais vous allez le savoir. Quand vous allez bien, vous le savez. Quand vous êtes heureux, vous le savez. Quand vous avez mal au ventre, vous le savez. Donc je crois qu'il y a des choses qui nous font du bien et d'autres qui nous font du mal. Il y a des situations qui nous maintiennent dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse. Et d'autres qui, au contraire, nous donnent de l'espoir, nous donnent des possibilités, nous donnent un peu d'horizon. Et ça, c'est plutôt bon signe. Et alors, il y a toujours le fameux risque que vous attachiez aux patients et l'inverse. C'est difficile à gérer, ça? Alors, moi, j'ai appris assez rapidement que j'étais incapable de prendre du recul dans quoi que ce soit de ma vie. J'ai beaucoup travaillé ça en supervision. Et j'ai surtout travaillé le fait d'assumer ça. Alors régulièrement, j'ai des amis qui me disent, et mon compagnon par exemple, essaie de prendre du recul. J'avoue que c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est aussi avec ça que je y peux ramener les patients à la maison? Non, heureusement, je les ramène un peu dans mon cœur, certains. Tout à fait. En ce moment, par exemple, il y a quelqu'un que j'essaie d'aider depuis 5 ans et qui vit des choses très très difficiles et voilà, je l'emmène avec moi vraiment. Et il le sait aussi, et je crois que c'est aussi ce qui fait que mes patients me font confiance et qu'ils savent bien que quand je leur dis que je suis avec eux, c'est du sérieux. Alors ça résout pas tout, mais ça permet déjà de se sentir moins seul. Et ça arrive qu'ils tombent amoureux de vous? Ou l'inverse? Alors, je crois que moi je tombe amoureuse d'eux, ça c'est à moi de le gérer. Ça peut arriver? Alors bien sûr que ça peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé de tomber amoureuse d'un patient. Par contre, déontologiquement, c'est interdit de passer à l'acte. Et ça, c'est important. Par contre, ça m'est arrivé de rappeler à un patient, oui, c'est très gentil ce que vous me dites, mais vous savez que ça ne va pas être possible. Bon, et puis après, on peut travailler là-dessus. Je crois que d'une certaine façon, on tombe forcément à un niveau ou à un autre amoureux de son psy. Il y a ce qu'on appelle le transfert, quelque chose qui fait qu'on va s'attacher à son psy parce qu'il nous aide à réparer, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un de jeune, de vieux. Il y a quelque chose de très fort qui se joue affectivement. Et c'est important de le vivre parce que c'est avec ça qu'on travaille aussi. Oui, parce que quand je parlais de tomber amoureux, c'est pas forcément sexuel, ça peut être une amitié, quelque chose qui se noue. Oui. Et l'amitié, souvent, c'est encore plus terrible que l'amour finalement, puisque les gens, il n'y a pas cette notion de sexe, donc. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve d'ailleurs que certaines blessures d'amitié sont beaucoup plus terribles à guérir que celles d'amour, parce qu'en plus, elles sont moins reconnues. On en parle très peu. On en parle très peu, absolument. Mais comment vous arrivez à gérer que une personne, par exemple, qui dit on pourrait être amis, ça vous est déjà arrivé, ça, qui essaye de vous voir en dehors de votre... Alors, on me le demande pas en général. C'est arrivé, j'ai plusieurs patientes qui sont devenues psychothérapeutes. Et ça, c'est une très belle reconnaissance aussi pour moi. Parce que ça veut dire que je leur ai communiqué un peu de ce feu sacré, qu'elles avaient aussi en elles, forcément, au début. Et alors, évidemment, une fois qu'elles le sont, nos rapports changent. On est copines sur Facebook, on s'envoie des trucs, c'est super sympa. Mais il y a quand même une petite distance qui reste. C'est-à-dire que je leur raconterai jamais si un jour j'ai pas le moral. Voilà. Alors donc, est-ce que dans la vie, il faut tout raconter est-ce qu'on peut tout raconter à son psy ou vaut mieux à ses amis? Je crois qu'on peut raconter à ses amis que parfois son psy nous énerve. Et puis vice-versa. Au moins, chez le psy, on sait que ça ne ressortira pas. Voilà, on sait que ça alors que les amis, souvent, pas. Il peut y avoir des dangers. Il y a des choses qui peuvent être dures à dire au psy aussi, parce que la relation est très forte avec un psy, et il y a des choses parfois qui nous gênent de lui. Moi, à certains moments, je prends beaucoup de pincettes avec mes patients. Je leur dis, vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est difficile pour moi de vous dire ça. J'ai peur que ça vous blesse, c'est pas l'intention. Bon, et puis je peux comprendre que des fois, ils sont en colère contre moi parce que je leur ai dit quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Donc ça, on peut aussi en parler en dehors. Par contre, est-ce qu'on peut tout dire Je crois qu'on dit à un psy ce qu'on est capable de dire, tout simplement.
Et vous, ça vous arrive de tomber en amitié pour quelqu'un? Vous disant, s'il n'était pas venu à mon cabinet, j'aurais pu être... Moi j'ai des affinités, bien Ouais. sûr, avec certaines personnes plus que d'autres, parce que quand je les vois et que j'apprends un petit peu à les connaître, je m'aperçois très vite qu'on a vraiment des points communs. Mhm. Alors évidemment, je me retrouve en eux aussi. Alors là, par contre, j'essaie de faire attention, de rester la plus objective possible. Mais bon, puis après, on est supervisé aussi pour ça. Mhm. Hein. On est supervisé en tant que psychothérapeute justement pour pouvoir parler à notre superviseur de pourquoi on rêve de tel patient ou telle patiente toutes les nuits. Vous- Non, peut-être pas toutes les Non, nuits. mais pour certains, il y a d'autres. Ouais. Moi, je sais qu'il y a Ouais. certains de mes patients dont je parle régulièrement. Mhm. Euh, Et est-ce qu'il y a des patients, au bout d'un moment, vous en avez marre, vous dites, j'en peux plus, je peux plus rien faire Alors, c'est deux choses différentes. Ça m'est arrivé très souvent de me sentir impuissante et d'être vraiment triste parce que je vois pas de solution pour la personne et puis ça se débloque pas. Il y a des moments où, dans une thérapie, on pédale, hein, on est sur place, on fait du surplace, on a l'impression que rien n'avance. En fait, il y a un travail intérieur qui se fait, mais on ne le voit pas. Donc, tout le monde a l'impression qu'il se passe rien, c'est décourageant. Mais c'est pas pour autant que je vais dire à la personne bon allez je perds mon temps, rentrez chez vous, évidemment. En revanche, ça m'est arrivé 2-3 fois de recevoir une personne et tout de suite me dire oh elle ça va pas être possible parce que vraiment elle m'est antipathique, c'est effroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes n'ont pas repris rendez-vous. Mhm. C'est-à-dire que vraiment le contact c'est pas fait. Mhm. Et tant mieux. Et est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'intuition quand on est psy? Est-ce qu'il faut aller vraiment... Est-ce qu'on a vraiment des impressions, des ressentis, comme vous venez de le dire? Ouais, alors, oui. Moi, je crois que de nature, je suis quelqu'un de très intuitif, même instinctif. C'est peut-être pour ça que je m'intéresse aux animaux. Et je fais de plus en plus confiance à ça. Je m'entends parfois en séance dire des choses. Je me dis, mais de quoi je suis en train de parler là? Et la personne me dit, ah, comment vous savez que mon voisin s'appelle Marc ou que ma grand-mère s'appelle Sophie? Et moi, j'ai dit ça au hasard. Oui, ça arrive très, très souvent. Je pense qu'on développe aussi ces antennes au fil du temps à force de côtoyer des gens. Vous pensez qu'il y a un côté médium, finalement? Moi, on me renvoie souvent que je suis médium. Et que les médiums font exactement un travail de psy, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a Mhm. en effet des gros liens. Alors certains vous diront l'intuition, ça n'est que le résultat d'un travail d'analyse d'une grande base de données. Le cerveau a récupéré toutes ces infos et à partir de ça, face à une situation, il va vous sortir la probabilité la plus intelligente. Il y a certainement de ça. En tout cas, ça se développe bien sûr. Et je crois surtout que ce qui permet de développer ça, c'est l'écoute. C'est-à-dire que quand on se met dans un état de réceptivité face à une situation, à un moment donné, on a des infos qui arrivent. Est-ce que ça vous arrive de vous tromper, d'avoir une première impression, mais vraiment très claire sur une personne, et puis au fur et à mesure des thérapies, de vous rendre compte que vous étiez trompé? Ça a dû m'arriver, oui. Parce que la personne avait changé entre-temps, ou parce que vous êtes trompé tout simplement? Alors, peut-être pas comme ça. Ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir à un moment donné l'impression que la situation allait bouger dans un sens, et en fait, c'est un autre sens qui bougeait d'abord. C'est-à-dire que quand une situation est bloquée, il y a plusieurs couches, en fait. Et parfois, on va essayer de faire bouger tout ça, et quelque chose va se débloquer d'un côté, mais on ne sait pas forcément lequel. Et des fois, on a des surprises, en fait. Ça, c'est vrai. Et vous résolvez aussi des problèmes pour des familles, des gens qui viennent Ça m'arrive de recevoir à des plusieurs familles. avec leur chien, leur chat. Alors, les animaux, non. J'ai une patiente qui vient régulièrement avec son petit caniche. C'est génial parce que dès que le petit chien arrive, il s'installe sur le fauteuil, en position, il attend qu'on commence la séance. Alors ça, c'est formidable. Parce qu'en fait, je sais pas trop pour qui je fais la séance. Mais autrement, les familles, ça m'arrive. Je dirais que, en général, la problématique d'une famille, outre des relations qui se tissent entre les membres, c'est souvent la rencontre de plusieurs problématiques. C'est-à-dire que quand je reçois une famille ou un couple, tôt ou tard, on va être obligé d'aller dire à l'un, là, il y a quelque chose qui vous concerne vous. Il faudrait peut-être aller travailler là-dessus. Bien, Catherine Sabas, on va marquer une première pause. Je rappelle que votre livre, c'est Animal Totem, que c'est aux éditions, je ne sais plus, et les bords. Voilà, et ce livre, on pourra le trouver d'ailleurs sur la librairie, sur le site bob-toutelavérité.fr. Dorénavant, commandez tous les livres de nos invités d'un seul geste. Pour cela, cliquez sur l'onglet Librairie en ligne. Retrouvez la sélection de la semaine BTLV et tous les thèmes de nos émissions. La librairie BTLV, la plus belle bibliothèque du mystère et de l'inexpliqué.
Et n'oubliez pas aussi, le 1er novembre dernier, Bob, Mathieu et toute l'équipe étaient à Rennes-le-Château. Ils ont ramené des superbes vidéos que vous pouvez retrouver également sur notre site. Le 1er novembre dernier, Bob est parti sur les traces de l'abbé Saunière et du trésor de Rennes-le-Château. Visite, découverte, révélation. Pour ne rien louper de l'aventure BTLV en terre mystérieuse, commandez dès maintenant la vidéo. Plus de 4 heures d'images pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr et cliquez sur l'onglet réservé à cet effet. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, eh bien, vous pouvez également vous abonner. Donc, sachez qu'il y a des cadeaux avec le pack Noël que vous pouvez offrir à vous-même ou également à vos amis. Le compte à rebours a commencé. Le Père Noël prépare sa hotte. À 1 mois et demi du déballage des cadeaux, faites-vous plaisir. Offrez-vous le pack Noël, qui comprend les vidéos des rencontres du mystère et de l'inexpliqué et la vidéo du château de Fougeray, le plus hanté de France, à un tarif spécial abonné. Près de 30 heures d'images et des révélations pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr et cliquez sur l'onglet réservé à cet effet. Et si on allait mieux, la suite aujourd'hui avec Anne-Catherine Sabas, où on fait vraiment on est chez le psy aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions. Et donc, par rapport tout à l'heure, vous me parlez de vibrations. Les vibrations, les énergies, ça marche chez le psy? C'est quand même des domaines bien séparés, mais pas pour vous? Pour moi, pour moi, pas grand-chose est séparé en fait. C'est un peu difficile d'expliquer tout ça parce que moi, j'ai pas de formation d'énergéticienne ou. Non, mais c'est bien d'avoir votre point de vue. Voilà, je sens des choses. Je vous disais tout à l'heure hors antenne que dans notre cabinet, il y a plusieurs thérapeutes qui fonctionnent avec des techniques très différentes. C'est pour ça que je voulais et en on dire. se dit tous les mêmes choses sur un patient. C'est-à-dire que l'un va dire ah oui, il a tel truc qui est bloqué, tel muscle, tel machin. Il a du mal à respirer, à se positionner comme ça dans sa vie, et ça va correspondre à un schéma qui bloque la personne. C'est-à-dire qu'on dit tous la même chose avec des mots différents. Et donc, vous pensez que dans l'avenir, l'énergie, on en parlera plus librement et ça fera partie des domaines des psys, de la médecine officielle Alors, la médecine officielle, vous savez comme moi qu'elle a peut-être à certains moments envie qu'on ne parle pas de certaines choses. Je crois que l'avenir, il va dépendre de ceux qui réussissent à faire en sorte qu'on ne soit pas tous brûlés comme sorciers ou comme sorcières. Tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on guérit par imposition des mains. Il y a des rebouteux. Vous allez au fin fond de la Bretagne, vous vous faites soigner mieux que parfois chez le médecin du coin. Alors il y a aussi des charlatans, bien sûr, c'est évident. Puis rien n'empêche l'autre. Voilà. On peut faire les deux. Et d'ailleurs, il y a des charlatans chez les médecins officiels. Enfin, des gens pas sérieux et qui font mal leur métier. Après, comment ça fonctionne tout ça, moi, je sais pas trop le dire, mais ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que vous avez ouvert ce cabinet Alors, j'ai ouvert ce cabinet au départ parce que j'étais psychothérapeute et j'avais envie d'exercer. Et je me suis toujours intéressée à plein de domaines différents. Et ça me faisait plaisir d'avoir auprès de moi des gens qui faisaient des choses différentes parce que je peux apprendre des choses aussi. Puis parce que ça me fascine. Moi, le corps humain. Et comment vous les avez choisis? Alors, je les ai choisis à l'intuition. C'est-à-dire que le premier qui a travaillé avec moi, qui était un kiné à la base, kiné-ostéopathe, qui a arrêté la kiné traditionnelle pour faire de l'ostéopathie et du Chin Tsang, qui est le massage des organes, massage chinois. Ils ont dû passer avant dans votre cabinet de psy pour être recrutés? Non, pas du tout. Je l'ai rencontré dans l'ascenseur. C'est-à-dire que lui, sa grand-mère habitait au-dessus. Et puis, un jour, on attendait l'ascenseur, on a discuté. Et il me dit « Ah, c'est vous qui êtes là-haut ?» Je lui dis « Oui. » Et en fait, il exerçait un petit peu sur Paris, ça l'intéressait. Je lui dis « Venez donc voir si ça vous intéresse. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager mon cabinet avec quelqu'un. Puis finalement, il est parti sur Cognac. Et les autres, c'est du bouche à oreille essentiellement. Et là, depuis 2 semaines, j'ai 4 demandes, mais j'ai plus de place là maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez, si les gens nous écoutent, qui sont intéressés? Il y a plus de place là. Non, mais qu'est-ce que vous avez comme Alors, on a un ostéo qui fait des miracles. On a une autre personne. Si tu m'entends, Jacques, tu m'excuses. Je sais toujours pas expliquer ce que tu fais, mais c'est formidable. Il fait de la voilà. Mais c'est vraiment formidable. Pourtant, il me l'a redit il y a 3 jours. On a une dame qui travaille avec les sons, les sons thérapeutiques. Alors ça, la psy que vous êtes sensible? Ah oui, tout à fait. Je suis aussi musicienne. Et puis, on a 2 psychologues très classiques, mais très ouverts, qui font aussi des choses très, très bien. Et puis, une énergéticienne. Enfin,
Et puis des médiatrices familiales là, qui rejoignent l'équipe, qui seront là un jour par semaine. Donc vous voulez vraiment travailler en meute finalement. Absolument, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça l'idée. Et vous avez d'autres confrères qui travaillent sur le même schéma que vous? Oui, en fait, on est plusieurs à faire ça, tout simplement parce que ça rentabilise des locaux aussi. Mais c'est toujours un psy ou une psy qui... Non, pas du tout. Non. Il y a plein de thérapeutes divers et variés qui partagent leur cabinet à plusieurs. Parce que s'installer aujourd'hui, que ce soit en libéral, même en auto-entrepreneur, c'est quand même beaucoup de charges. Et avoir un local pour soi, en sachant que la plupart du temps, on met quand même du temps à développer une clientèle, c'est assez compliqué. Donc se regrouper, c'est plus sympa. Et puis, c'est quand même un métier qui est solitaire. Hein, on travaille Et vous n'avez seul. pas peur que certains vous prennent des clients? Ah non, mais je leur envoie, moi. Ah je leur bon envoie des clients. Donc, non seulement ils ne me les prennent pas, mais en plus, ils leur font du bien. Donc, c'est quand même le but. Donc, votre autre passion, c'est l'écriture, on va y revenir. Ah, l'écriture. Donc, qu'est-ce que c'est? Une libération d'écrire? C'est un besoin? C'est une nourriture? J'ai une de mes amies qui écrit depuis quelque temps, qui écrivait aujourd'hui sur sa page Facebook qu'elle écrivait par nécessité karmique. J'ai adoré ça. Je pense qu'il y a un peu de ça chez moi. Alors, est-ce que c'est une libération? Ça peut l'être et ça a pu l'être. J'ai écrit de la poésie, des romans. Donc ça, c'est quelque chose en effet qui vise à se libérer soi-même. Et puis, j'ai envie de transmettre des choses. J'ai envie d'offrir des choses au monde. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai un peu le sentiment d'avoir une vocation. Et l'écriture permet de le faire et de toucher beaucoup de gens. Et c'est vrai que quand quelqu'un me téléphone d'un autre pays en me disant « j'ai lu votre livre et ça m'a permis de dépasser telle ou telle chose », c'est un beau cadeau que ça me fait. Alors, pour trouver l'inspiration, elle vient tout de suite ou vous êtes obligé de visualiser? Alors, je visualise pas du tout. Je suis un petit peu, j'ai d'ailleurs écrit un livre qui parle un petit peu de ça, je suis un petit peu de nature une hyperactive, même si je me soigne depuis très longtemps. J'ai besoin d'être en activité intellectuelle très souvent. Donc là, ça fait quelques mois que j'ai rien écrit et le prochain livre est déjà se dessine un petit peu. Donc ce que je fais d'abord, c'est que je choisis un thème ou je laisse le thème me choisir. Et ça dépend aussi de mes patients. Il y a des périodes où on me parle beaucoup de quelque chose et je me dis là, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Et donc je prends le temps de le laisser décanter. C'est un peu comme une grossesse en fait. Ça décante. Et puis à un moment donné, je m'y mets, j'écris un plan, et puis là je laisse décanter un petit peu, puis après je m'y mets, puis je remplis les cases. Alors vous êtes plus à l'aise dans la poésie, le roman ou les livres un peu plus spécialisés? C'est des choses complètement différentes. Alors le roman, je ne fais plus pour l'instant, parce que là ça demande vraiment un investissement régulier. Quand vous écrivez un roman, il y a des personnages, il faut les suivre. Vous pouvez pas vous arrêter 3 mois et reprendre parce que vous savez plus du tout qui est votre personnage. Donc ça, moi, mon rythme de vie fait que c'est pas possible. J'écris des textes de chansons aussi. Là, je m'amuse avec ça parce que c'est comme des blocs là qui arrivent tout seuls et une fois que c'est fait, il n'y a pas tellement besoin de retravailler. On peut travailler par à-coup. Mais il faut de la musique aussi après. Il faut de la musique. Et vous en faites aussi? On fait ça aussi. Bien sûr. Ah, ben voilà. Il fallait nous en amener. Non, réécoutez. Vous produisez aussi en... Alors, je ne vais pas en parler pour l'instant parce que pour l'instant, faute de temps, mais nous avons une association aussi qui organise des choses artistiques, on va dire. Mais elle a fait ses premiers pas cette année. Et pour l'instant, on est tellement occupés qu'on n'a pas tellement le temps de faire quoi que ce soit. Mais un concert est prévu un jour. Ah, vous êtes hyperactive, donc. Voilà. Donc l'autre livre que vous m'avez amené, c'est un petit manuel de survie. Donc quand un de vos proches va voir un psy, donc c'est dur à vivre d'avoir un proche qui va chez le psy? Beaucoup de gens rêveraient que leur mari, c'est souvent ça surtout, ou que leur femme, mais plutôt que leur mari, aille voir un psy. Et puis quand ça commence, ils s'aperçoivent vite qu'ils ne sont pas épargnés non plus. C'est-à-dire que la personne qui, depuis des années, acceptait certaines choses, tout à coup, les accepte plus ou se met tout simplement à réagir différemment. Voilà, donc j'ai écrit ce livre pour ça. C'était un petit peu, au départ, un clin d'œil à une de mes patientes qui me disait un jour, lors d'une séance, « Oh là là, Anne-Catherine, mon mari en a marre de vous, parce qu'il m'a dit de vous dire que depuis 30 ans, tout allait bien entre nous, il ne me parlait jamais, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Et là, je commence à en avoir marre. Depuis que je vous connais, j'arrête pas de lui demander des choses. Et vraiment, il en a marre. Donc moi, ça m'a bien fait rire. Et je lui ai dit, un jour, j'écrirai un livre pour les conjoints de ceux qui vont en thérapie. Donc ça l'a bien fait rire. Et puis, une semaine plus tard, un soir, j'avais rien à faire. Je me suis dit, tiens, et si j'écrivais ça? Voilà, et ça a donné ce livre. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens concernés. Parce que c'est toujours les fameux systèmes dont je parlais tout à l'heure. Quand dans un système, une personne se modifie, bouge, change, tout le monde est obligé de changer.
Et les autres sont parfois un peu étonnés de voir ce qui se passe au début. Donc il faut équilibrer tout ça. C'est des fois un peu périlleux. Et vous parlez souvent justement aux familles des gens, de vos patients? Alors normalement, quand on est en thérapie avec quelqu'un, c'est avec lui qu'on est en thérapie. Il y a des psys, d'ailleurs, et les psychiatres en particulier, qui refusent même catégoriquement de parler à la famille. Moi, j'ai une position qui est un petit peu différente. Je considère, alors, sauf certains cas, il y a des cas où il y a de la fusion, où il y a de l'emprise. Il est évident que je ne vais pas aller parler au conjoint, puisqu'il s'agit d'aider la personne à se libérer de l'emprise. Mais il peut arriver que quelqu'un, par exemple, traverse une période très difficile, une phase dépressive, et que le conjoint ou le parent, et ça c'est encore plus classique bien sûr, soit inquiet et qu'il ait besoin de le rassurer. Alors évidemment, quand il s'agit d'adolescents, par exemple, évidemment qu'on parle aux parents, parce qu'ils sont le lien aussi. Mais dans le cas d'un conjoint, ça m'est arrivé de dire, si vous voulez que votre mari, votre femme m'appelle, que je parle avec lui 5 minutes pour le rassurer, c'est possible. Alors le métier de psy, c'est un métier qui évolue ou finalement on fait toujours la même chose depuis 100 ans? Bonne question. J'en sais rien du tout. Non, je pense qu'on fait des choses différentes justement parce qu'il y a plein de choses qui sont finalement très anciennes qui ressortent. On parle aujourd'hui des thérapies quantiques, de tout ce qui est énergétique, etc. Et finalement, la science ne fait que redécouvrir ce que nos ancêtres disaient depuis la nuit des temps. Donc certains vont dans cette mouvance-là. Il y a plein de thérapies brèves qui émergent et dont certaines sont vraiment très très sérieuses. Après, je crois que ça peut pas être pareil parce que tout simplement l'être humain change. Enfin, les techniques, nous on a toujours l'image, pour les gens comme moi qui n'ont jamais été chez un psy. Mais d'ailleurs, à partir de quel moment on doit se dire je dois aller chez un psy? Il faut vraiment que ce soit un médecin généraliste qui nous le conseille, qui nous oblige. C'est malheureusement souvent ça. Enfin, je crois que c'est de plus en plus démocratisé, si on peut dire. On parle de psy maintenant beaucoup. Des fois avec des excès, on veut tout analyser, alors qu'un psy, il sert pas forcément à analyser, il sert surtout à changer. Le but, c'est pas de comprendre, c'est d'aller mieux, vraiment. À quel moment on doit y aller? Je crois que c'est propre à chacun. Certains attendent le bout du bout pour être au bord du craquage et y aller. On voit beaucoup de gens comme ça. Et puis d'autres, par culture, ou je sais pas pourquoi, ils vont plus tôt. Souvent les hommes ont plus de mal à consulter parce qu'on leur a tellement dit qu'il fallait qu'ils soient forts que pour eux c'est une honte. Voilà. Et alors finalement, donc vous avez plus de femmes que d'hommes? Oui, on a beaucoup plus de femmes. Alors il y a des moments. Vous arrivez à comprendre les femmes? Alors j'espère que j'arrive à comprendre les hommes aussi. Disons que les femmes sont plus compliquées à comprendre que les hommes, je pense. C'est vraiment une femme, c'est vraiment compliqué à comprendre. Est-ce que le fait de vous d'être une femme vous aide ou est-ce que le psy a un sexe finalement? Est-ce que le psy a un sexe? Je pense que oui. À certains moments, oui. À certains moments, non. Et ça m'arrive de dire aussi à mes patients, là, je vous parle en tant que femme ou je vous parle en tant que mère. Parce qu'on a bien sûr des regards différents. Moi, j'ai le sentiment d'être avant tout un être humain. Un être humain, ensuite une femme, ensuite il se trouve que je suis psy. Et une louve. Aussi. Et donc l'image, comment ça se passe finalement pour les gens comme moi qui n'ont jamais été chez un psy? Moi, j'ai un peu souvent l'image des films de Woody Allen, par exemple, où on voit le psy qui ne dit rien, qui reste assis. Est-ce que la personne est toujours sur un divan ou... Alors, chez un psychanalyste, la personne est souvent sur un divan. Moi, j'ai pas de divan, j'ai une table de relaxation qui est pas souvent utilisée. J'ai des fauteuils très confortables et je parle beaucoup. Alors, j'écoute aussi, évidemment. Mais ça m'arrive de dire aux gens, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est-à-dire que l'image des psys qui ne parlent pas beaucoup, c'est souvent les psychanalystes qui vont en fait accompagner leurs patients à essayer de trouver lui-même les réponses. Alors après, ça dépend de chaque patient, mais moi je considère, et on est beaucoup à considérer, que la personne qui a déjà souffert 20 ans dans son coin, elle a aussi besoin de temps en temps qu'on se positionne. Donc moi, j'ai tendance à prendre parti, j'ai tendance à dire, mais c'est aussi ma personnalité. Donc je travaille avec ça. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, il y a autant de psy, il y a autant de techniques qu'il y a de psy. Alors vous avez écrit beaucoup de livres. Alors est-ce que souvent on dit que par exemple en musique, je sais que vous aimez bien la musique, les musiciens écrivent toujours à peu près le même morceau. Alors est-ce que vous finalement, il y a un point commun dans tous ces livres? Je crois qu'il y a des points communs. D'ailleurs, mon grand ami Alain Héril, qui préface tous mes livres,
c'est lui en fait qui m'a aidé à prendre conscience des points communs, c'est-à-dire qui dans sa préface il dit ah oui et revoilà Anne-Catherine avec tel thème. Là je me suis rendu compte en effet que j'avais des thèmes qui revenaient, qui sont essentiellement la réconciliation avec soi-même, parce que pour moi une psychothérapie c'est d'abord ça, c'est d'abord aller faire la paix avec soi-même, avec son histoire et apprendre à se traiter avec bienveillance. On est dans un monde où on nous dit faut être fort, faut être performant, faut tout réussir, etc. Et tout ça crée beaucoup de stress, beaucoup de pathologies. Et donc, voilà, un des premiers thèmes pour moi, c'est vraiment faites la paix avec vous-même, soyez doux, arrêtez de vous en faire voir de toutes les couleurs. Finalement, vous faites partie des gens qui considéraient qu'il faut s'aimer. Absolument. Et que c'est la chose la plus difficile finalement. Ben oui. Et puis c'est jamais fini, c'est jamais réglé cette histoire. Moi, je me suis surprise il y a pas très longtemps où j'étais malade, d'être en colère contre mon corps, et puis tout à coup je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais non, je vais pas être en colère contre mon corps, il est malade, je me repose. Alors ça vient tout de suite maintenant parce que j'ai une petite expérience de l'amour de soi, mais il y a des gens pour qui c'est très très compliqué, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir traiter les autres différemment, aimer les autres différemment. Et évidemment un des thèmes qui sont très importants pour moi et que j'ai vraiment très très à cœur, c'est la question de la non-violence et de la paix. Voilà. Et je pense que ça commence vraiment à l'intérieur, comme disait Gandhi. Alors, il n'y a pas que la vie chez le psy, il y a aussi la vie au travail. Et vous avez écrit un livre, La souffrance au travail. Et oui. C'est un sujet très violent. Et au jour d'aujourd'hui, où malheureusement, il y a très peu de travail, c'est très difficile d'en trouver. Les gens qui sont au travail ne peuvent plus quitter facilement. Donc, cette souffrance, comment on peut la gérer? C'est difficile de vous répondre en 30 secondes. Non, on a le temps encore. Vous êtes là pour ça. Parce que ça mériterait une émission, ça. La souffrance au travail, moi je pense, et je pense que c'est le bon endroit pour le dire, je pense que c'est le résultat vraiment d'une société qui est malade. Vous êtes pessimiste. Quelqu'un, enfin je sais plus qui a dit, le pessimiste c'est un optimiste qui s'est renseigné. Vous voyez, quand j'ai commencé, moi, en 98, je recevais, sur 10 personnes, il y en avait 1 ou 2, 3 maximum qui me parlaient de ces problèmes de travail. Aujourd'hui, c'est 7 ou 8 sur 10, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard. Alors oui, il y a des problèmes parce que la crise, parce que le chômage, parce que tout ça, parce que le stress, parce qu'il y a des entreprises qui sont... où certains cadres sont missionnés pour faire craquer les autres, on le sait, il y a eu des émissions là-dessus. Et puis il y a d'autres entreprises qui travaillent justement, qui ont des coachs et qui œuvrent pour le bien-être dans l'entreprise. Voilà, et puis il y a aussi, j'imagine, des entreprises qui ont des coachs qui travaillent pour détruire l'entreprise, payés par l'entreprise pour essayer de faire en sorte que les salariés se taisent encore un peu, vous voyez. Donc on a tout ça dans la société, mais c'est le résultat. C'est un microcosme dans le macrocosme. Être heureux au travail, là encore, c'est d'abord, et je parle beaucoup évidemment dans mon livre de développement personnel, de comment déjà travailler sur soi, parce que l'entreprise on va pas la changer, le patron pervers, j'ai écrit un bouquin sur les manipulateurs, on va pas le changer non plus. Par contre, on peut apprendre à se positionner, on peut apprendre à faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. En gros, qu'est-ce que je peux changer moi? Qu'est-ce qui, dans ma souffrance, est le reflet d'une problématique non réglée de mon enfance, de mes liens, ma fratrie, à mes parents, la reconnaissance, etc., etc. Et qu'est-ce qui est dû à la pathologie de l'autre, en fait. Et déjà, une fois qu'on a fait ce premier tri, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir parce qu'on peut modifier notre positionnement. Et ça arrive c'est dangereux aussi de donner envie à quelqu'un de changer de métier, par exemple. C'est une lourde responsabilité. Alors, nous avons aussi au cabinet quelqu'un qui propose des bilans de compétences. Je l'avais oublié. Je crois pas qu'on donne... Alors, moi, je prendrais pas ce risque. Et je crois pas qu'un psy peut donner une envie à quelqu'un s'il n'a pas cette envie. Il peut lui suggérer des choses. Moi, je suggère souvent des choses. Je dis, tiens, et vous avez pensé à ça, vous avez pensé à ça. Mais c'est la personne après qui rebondit, qui va dire, oui, en fait, voilà, je fais ça, mais... J'aurais voulu être un artiste, comme dirait la chanson, elle est merveilleuse cette chanson. La personne, elle a passé 30 ans à faire quelque chose, ça fonctionne, mais en fait, elle est malheureuse. Bon, là, évidemment, on prend ça en compte et on essaie de voir. Il y a un merveilleux film là-dessus qui est très touchant avec Sophie Marceau, L'âge de raison, où une femme qui a 45 ans environ va recevoir des lettres d'une petite fille qui va remettre en question complètement tous les choix qu'elle a fait dans sa vie.
Et c'est très intéressant parce qu'elle va apprendre du coup à se positionner différemment dans sa vie d'adulte. Vous êtes intéressé, vous en avez parlé à l'instant, là, des manipulateurs. Donc, alors qui est plus manipulateur, les hommes ou les femmes? Ah, est-ce que je vais oser dire ça? Ouais, il faut. Je crois que Freud a dit dans un de ses bouquins, c'est un freudien qui m'a dit ça, que la femme avait quand même une tendance au masochisme et l'homme au sadisme. Donc, ils sont faits pour s'entendre. Exactement. Et alors, dans les couples homosexuels, ça marche comment? Ça marche de la même façon, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un peu plus féminin que l'autre, etc. Je pense que la femme a ses biologiques, je le dis aussi dans un autre bouquin, et je suis pas la seule à le dire, la femme a une tendance à s'adapter à l'autre, son corps est fait comme ça, hein. Et l'homme a naturellement un bon égoïsme, qui parfois n'est pas bon, c'est vrai, mais enfin en tout cas il a une capacité à être plus connecté à lui-même, à être plus dans le présent, et à moins peut-être se soucier de l'autre. C'est pour ça qu'on est complémentaires et qu'on a chacun des choses à s'apprendre. Alors, l'homme est aussi plus souvent que la femme dans une problématique de pouvoir, parce que les petits garçons sont très vite branchés sur la compétition, qui va être le plus fort, etc. Donc évidemment, dans la dérive, ça peut donner le pouvoir, et donc une des techniques, c'est la manipulation. Mais on peut dire aussi que la femme qui, pendant des années, n'a eu pour seul recours que sa ruse, peut aussi manipuler. Donc tout ça, c'est très... c'est difficile de schématiser, en fait. Alors vous en sortez mieux avec un manipulateur homme ou femme? Oh, moi, je m'en sors pas du tout. On dit d'ailleurs des pervers qu'avec eux, on ne peut pas gagner, on peut juste perdre le moins possible. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment envie de détruire l'autre et de l'asservir, en fait. Donc là, personne s'en sort. Enfin, ou plutôt, c'est l'inverse. Il faut s'en sortir le plus vite possible. Je crois là aussi que, même s'il y a des gens qui sont vraiment dangereux, et malheureusement sur la planète, il en existe un certain nombre, souvent la manipulation, c'est là encore une question de relation. C'est-à-dire qu'il va y avoir la névrose de l'un qui va coïncider avec la névrose de l'autre et quelque chose va se jouer qui est une relation toxique. Et si l'un des deux, en général c'est celui qui est victime, il s'en rend compte parce que celui qui a le pouvoir, souvent il s'en rend pas compte, d'ailleurs il est tout à fait content, il est bien, mais l'autre est en souffrance. Et donc, en essayant de modifier, là encore, son positionnement, il peut sortir de cette relation-là, ou en tout cas la transformer. Mais vous arrivez à faire la différence? À partir de quel moment on dit que quelqu'un est fou, finalement? Ça vous arrive de tomber sur des gens qui sont barrés, comme on dit vulgairement? Je crois qu'il y a plein de gens qui sont barrés, mais la question à se poser, c'est de quoi ils sont barrés, vous voyez? Je sais plus qui a dit, ça serait de la folie de s'adapter à un monde qui est fou. Notre monde, moi j'ai un peu tendance à penser qu'il est quand même bien barré, hein, mais pas de la bonne façon. Donc ceux qui n'adhèrent pas à certaines choses de ce monde sont plutôt très sensés, très intelligents à mon avis. Après, la folie qui est dangereuse, c'est celle qui met en danger les autres, celle qui met en danger la société. Et au pouvoir, on a plein de gens comme ça. Et vous avez des patients qui vous ont fait peur? C'est déjà arrivé? Qui m'ont fait peur? Psychologiquement Ça m'est arrivé d'avoir peur qu'une ou deux personnes passent à l'acte suicidaire. Ça s'est pas fait, heureusement. Ça m'arrive régulièrement enfin, régulièrement, pas trop souvent, heureusement, mais ça m'est arrivé quelquefois de sentir que la personne est dans une telle souffrance et dans une telle impasse dans sa vie qu'elle a envie de tout envoyer balader et qu'elle risque d'arrêter sa thérapie. Et il arrive que les gens arrêtent parce qu'ils voient pas les bénéfices. Ça arrive pas assez vite, en fait. À part ça... Et vous arrivez toujours à trouver des solutions? Mais non. Alors déjà, c'est pas moi qui trouve les solutions. Enfin, vous suggérez quand même, vous donnez des pistes. Je suggère, pas toujours, je suggère en fait une autre façon de regarder la situation et je suggère surtout à la personne de mieux s'écouter. Je lui réapprends à établir un contact différent avec elle-même, en partant du principe qu'il y a un endroit justement où elle sait, où elle va trouver, hein, où il faut qu'elle connecte une espèce de sagesse qui est son intuition, son guide intérieur, on appelle ça comme on veut. Et si elle se reconnecte à ça, il y a des choses qui vont se faire, qui vont se dénouer toutes seules. On arrive presque au terme de cette émission, donc on a vraiment parlé un peu dans tous les sens, on a vagabondé. Alors finalement, c'est d'ailleurs un des titres d'un de vos livres, Qu'est-ce qu'un psy? Eh oui. Je n'en sais rien. Je crois que c'est un accompagnant. Alors moi, je suis, c'est vrai, assez dynamique, assez locomotive, ça c'est dans ma nature. Mais je pense qu'un psy, c'est avant tout quelqu'un qui va vous accompagner
en étant ni trop devant ni trop derrière, qui va être un peu un tuteur. Un tuteur, c'est un bout de bois qui permet à une plante de se développer, mais un tuteur bien plus souple, pas parce qu'un tuteur d'une plante, c'est droit, ça va dans un sens. Donc c'est quelqu'un qui va vous accompagner avec une infinie bienveillance, enfin la plus infinie possible, avec patience aussi, parce qu'il en faut. Quand vous avez des patients qui ruent dans les brancards toutes les 5 minutes, je pense à un en particulier là, à qui vous proposez quelque chose et c'est toujours non parce que, mais pourtant il continue à venir vous voir. C'est-à-dire que il veut quand même entendre ce que vous avez à lui dire, mais il a besoin de le critiquer en permanence et d'aller contre. Voilà, donc accompagner de manière assez souple, avec beaucoup d'amour. Je crois que c'est surtout ça le point important. Alors j'ai vu aussi parmi vos livres une drôle de couverture, ça s'appelle Un canard dans mon cabinet. Oui, alors j'aime beaucoup celui-là. Alors en fait, Un canard dans mon cabinet, c'est un journal intime d'un homme. Je me suis mise dans la peau d'un homme. Ça a été inspiré par un de mes patients qui traversait une grosse période très difficile avec des crises d'angoisse, des attaques de panique, comme on dit, et qui en fait avait des problèmes gravissimes dans son travail. Et en fait, pour la petite histoire, c'est ce livre que je n'arrivais pas à faire publier, qui a été lu par un de mes amis éditeurs. Et cet ami m'a dit, mais tu parles de la souffrance au travail, tu parles que de ça dans ton livre, il faut que tu écrives un bouquin pratique là-dessus. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire des bouquins pratiques. Et donc, Le canard dans mon cabinet, c'est l'histoire d'un jeune homme fort sympathique qui s'appelle Antoine, qui traverse des choses très difficiles et qui raconte dans son journal intime ses entrevues avec son psy, le chemin qu'il fait, et puis surtout toutes les remises en question. Antoine est un amoureux de la vérité, et petit à petit, il va faire la lumière sur toutes ces relations qui, pour la plupart, sont quand même super malsaines. Il va envoyer un grand coup de pied là-dedans, et il va finir par trouver sa voie, et en sortant d'une situation professionnelle complètement pourrie. Est-ce que vous pourriez écrire un livre qui ne fait pas partie de vos domaines de compétences ? Je sais pas, la recette de la tarte aux pommes. Je me dis régulièrement, je vais écrire un truc super léger, mais j'y arrive pas. Je pense que je prends trop au sérieux les lecteurs pour ne pas, pour risquer d'écrire n'importe quoi. Voilà, je sais que au bout parce que je suis psychothérapeute, les gens me font confiance et j'ai un devoir aussi vis-à-vis d'eux de dire des choses auxquelles je crois, qui sont éprouvées, qui sont expérimentées. On ne peut pas, dans nos métiers, faire les apprentis sorciers. Il y a des gens qui vont mal et qui ont vraiment besoin d'être aidés ou au moins de ne pas être... qu'on les fourvoie pas, vous voyez. Donc, non, écrire... ou alors raconter mes vacances, mais ça intéresse personne. Alors, justement, dans vos romans, vous parlez de quoi ? Je parle toujours des mêmes... Alors, il n'y en a pas beaucoup de romans, mais il y a Un canard dans mon cabinet. J'ai 2 autres romans qui sont pas publiés et que je ferai probablement jamais publiés, mais qui étaient toujours dans les domaines psy. C'est toujours des histoires d'introspection. Moi, j'adore ça, l'aventure intérieure. Donc, ça tourne toujours autour de la même chose. C'est quelqu'un qui vit une espèce d'expérience initiatique qui va le confronter aussi bien à ses démons qu'à ses ressources. Et tout à coup, il va changer de vie. Voilà, c'est un peu ça, toujours la trame. Alors malheureusement, aujourd'hui, on lit de moins en moins. Alors c'est pas un petit peu dommage que quand même ces livres restent quand même quelque part confidentiels, parce qu'il y a très peu de livres qui se vendent énormément. Alors est-ce que pensez-vous justement d'Internet ? Vous pensez qu'il faut démocratiser le livre et que les gens puissent le lire sur des écrans ? Ça vous fait... Moi, j'ai jamais réussi à lire un livre sur un écran. Moi non plus. Et je vous avoue d'ailleurs que plus j'écris, moins j'ai le temps de lire aussi. Donc ça, c'est un problème aussi parce que j'ai plein de livres intéressants à lire, mais j'ai pas le temps. Pour moi, il y a le plaisir du livre. Le livre, c'est un objet. C'est un objet qu'on peut toucher, qu'on peut corner, sur lequel on peut écrire. Et puis, ça fait quand même moins mal aux yeux, je trouve, que sur un écran. Voilà. Après, si ça peut permettre... L'avantage d'Internet, c'est que ça peut permettre quand même d'avoir chez vous, dans votre salon, une bibliothèque infinie. Bien voilà, on arrive au terme de cette émission. On en sait maintenant beaucoup plus sur Anne-Catherine Sabas. Voilà, cette fois. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis je rappelle votre dernier livre, Animal Totem, chez Eléobor, qu'on pourra trouver dès maintenant sur le site bob-toutelavérité.fr.
François Damier tous les après-midi. Et si on allait mieux? Voilà, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout restez connectés. Et merci à Joyce. Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.